Pendant de nombreuses années, les textes universitaires ont affirmé que les premiers habitants des Amériques avaient traversé un passage intérieur glacé après le recul des glaciers. Mais des preuves solides provenant de la côte californienne, des outils archaïques, des terrains submergés et une chronologie antérieure à la voie libre de Blas démontrent que ce récit ne tient tout simplement pas la route. Si la première migration ne provenait pas de l'endroit que nous croyons traditionnellement, quels détails cruciaux négligeons-nous concernant les véritables premiers colons de l'Amérique? Examinons ce que les régions côtières révèlent vraiment. Dans les années 1930, la civilisation Clovis avait fasciné les chercheurs archéologiques. Des pointes de lance uniques, cannelées, découvertes initialement près de Clovis, au Nouveau-Mexique, furent rapidement datées d'environ 13 millénaires. Ces reliques ont établi la référence standard pour la première habitation humaine de l'Amérique du Nord. Le récit subséquent semblait cohérent et bien ordonné. Avec le déclin de la dernière période glaciaire, deux énormes masses glaciaires, la Laurentide et la Cordillère, ont commencé à se séparer, créant ainsi un passage à travers le cœur du continent. Selon cette hypothèse, les gens ont migré de la Béringie, se sont dirigés vers le sud via cette route libre de glace et se sont rapidement dispersés sur tout le territoire, poursuivant les mammouths et laissant derrière eux la marque distinctive de l'artisanat Clovis. Pendant de nombreuses années, ce récit a été répété dans les milieux éducatifs, les expositions de musées et les publications universitaires. Le passage intérieur est passé d'une simple théorie à un dogme accepté. Cependant, le fondement de ce récit reposait constamment sur sa chronologie. La théorie du passage s'appuyait sur l'idée qu'une route dégagée à travers les calottes glaciaires était présente, précisément au moment où les humains ont fait leur apparition. Pourtant, les découvertes géologiques présentent un autre récit. Le passage intérieur est resté piégé sous la glace ou obstrué par des lacs d'eau de fonte glaciaire entre 26 et 14 millénaires. Autrement dit, pendant plus de 10 millénaires, le point d'entrée présumé des Amériques était soit entièrement inaccessible, ou instable, entravé par des murs de glace et des paysages infranchissables. Parallèlement, les découvertes archéologiques à travers les Amériques ont commencé à éroder la plausibilité du passage. Des sites tels que Monteverde, dans le sud du Chili, dont l'âge a été vérifié à au moins 14 500 ans, ont indiqué une présence humaine, plusieurs milliers de kilomètres au sud des masses glaciaires, avant l'ouverture potentielle du passage. Sur les îles Chanel de Californie, des indications d'habitation humaine remontent à 12 millénaires, avec des outils marins et des amas de coquillages, impliquant une existence littorale. Plus au nord, des empreintes humaines, imprimées dans la boue ancienne de l'île Calvert, en Colombie-Britannique, ont été datées au radiocarbone à 13 200 ans. Chaque nouvelle découverte a élargi l'écart entre la disponibilité du passage et la présence humaine réelle sur tout le continent. Cela donne une chronologie tout simplement incompatible. La voie intérieure est restée impraticable ou périlleuse, alors que des populations prospéraient déjà sur des côtes éloignées et même loin en Amérique du Sud. Le récit autrefois dominant de Crevis d'abord ne parvient pas à élucider comment les gens sont arrivés à ces endroits éloignés avant que le passage intérieur présumé ne devienne accessible. Cette divergence croissante entre la croyance établie et les preuves empiriques a contraint les archéologues à envisager des alternatives au récit traditionnel et à réévaluer les véritables méthodes d'arrivée des premiers Américains. Il y a 200 siècles, le littoral californien ne ressemblait en rien à son apparence actuelle. Alors que la planète traversait l'ère glaciaire, les niveaux des océans du monde entier ont reculé de plus de 120 mètres. Ce déclin significatif a révélé de vastes zones de ce que nous appelons aujourd'hui le plateau continental. Le littoral s'étendait vers le large sur 20 à 30 km et dans les zones où les vagues se brisent actuellement sur les falaises et les rivages, une vaste plaine côtière existait auparavant. Composée de vastes prairies, de vallées fluviales, d'estuaires et de zones humides de basse altitude, ces régions étaient loin d'être désolées. Au contraire, elles constituaient des voies dynamiques et florissantes, riches en vies diverses. Ce plateau récemment découvert servait de voie naturelle bordant le Pacifique. L'eau douce de rivières telles que la Salinas et la Santa Clara convergeaient, formant de vastes estuaires. Ces eaux nourrissaient de nombreux groupes d'oiseaux aquatiques et de créatures herbivores. Plus au large, d'épaisses forêts de kelp prospéraient le long de la périphérie de l'ancien littoral. Ceux-ci formaient des écosystèmes submergés, grouillant de poissons, de coquillages, de loutres de mer et de phoques. Pour ceux qui cherchaient de la subsistance, c'était un territoire généreux, avec des vasières couvertes de dépôts de coquillages. Des oiseaux côtiers faisaient leur nid dans les dunes de sable et la végétation comestible prospérait dans le sol humide. Le littoral lui-même était une étendue dynamique, s'étendant parfois jusqu'à 40 km. Comparé aux plages actuelles des époques les plus froides, une grande partie de cette histoire est dissimulée par l'océan sur les cartes contemporaines.
Il y a environ 15 000 ans, alors que les glaciers reculaient et que la température mondiale augmentait, les niveaux des océans ont commencé à monter. Les eaux envahissantes ont rapidement englouti près des 2 tiers de l'ancienne plaine côtière. Actuellement, environ 65% de la masse terrestre initiale des îles Channel est submergée sous la mer. Les lieux où les populations anciennes établissaient autrefois des camps, pêchaient et ramassaient des coquillages sont actuellement dissimulés sous jusqu'à 120 mètres d'océan Pacifique glacial. Seules les crêtes les plus hautes et les promontoires primitifs dépassent de l'eau, offrant de subtiles indications d'un monde révolu qui bordait la mer pour ses premiers navigateurs côtiers. Le littoral californien représentait plus qu'une simple frontière. Il servait de voie de migration et de subsistance. Les environnements riches en kelp fournissaient une nourriture constante tout au long de l'année, tandis que les criques protégées et les embouchures de rivières offraient des refuges sûrs pour la récupération et le réapprovisionnement. Ce terrain disparu, maintenant sous l'eau et en grande partie inexploré, n'était pas une barrière infranchissable, c'était plutôt un passage vibrant, un passage riche en ressources, idéalement adapté aux individus compétents en matière de recherche de nourriture sur le littoral et de navigation. Bien que les signes de leur présence puissent être dissimulés sous la surface de l'océan, la configuration de l'ancien littoral démontre la véritable faisabilité et l'attrait de la voie migratoire du Pacifique. Sur les îles Channel, situées au large de la côte californienne, des découvertes archéologiques ont mis en lumière des éléments qui révisent le récit des premiers Américains. Dans des strates datant de 12 200 à 11 500 ans, des outils en pierre et des amas de coquillages ont été trouvés, indiquant un mode de vie centré sur les ressources marines. Le groupe de recherche du professeur Todd Brage a découvert des pointes de projectiles pédonculés, des outils en forme de croissant et des outils bifaciaux sur les îles de Santa Rosa et San Miguel. Ces outils étaient fabriqués pour chasser les oiseaux aquatiques, pêcher et ramasser les coquillages. Les preuves archéologiques ultimes brossent un tableau distinct. Ces premiers habitants des îles dépendaient principalement des provisions océaniques, certains niveaux de fouilles révélant que plus de 70% des restes fauniques provenaient de poissons, de mollusques et de mammifères marins. Cela ne représentait pas une rencontre accidentelle avec le littoral. Au lieu de cela, cela signifiait une adaptation intentionnelle et continue à un écosystème marin. Les îles Channel ne maintenaient aucun pont terrestre avec la masse continentale. Même lorsque le niveau de la mer était au plus bas, traverser le canal de Santa Barbara nécessitait des embarcations et une expertise en navigation, rendant une arrivée involontaire improbable. Ces premiers habitants se sont concentrés sur les abondantes forêts de kelp et les environnements estuariens, utilisant une source de nourriture diversifiée tout au long de l'année. Leur existence sur des îles, séparées par jusqu'à 12 km d'océan ouvert, sert de preuve directe de voyages maritimes antérieurs à l'ouverture du passage intérieur libre de glace. Des relevés sonars contemporains ont encore enrichi ce récit. Au large de la côte californienne, des chercheurs ont localisé des crêtes et des terrasses sous-marines d'anciennes lignes de rivage datant de jusqu'à 15 000 ans. Avec la montée du niveau de la mer, ces campements primitifs et des amas de déchets ont été submergés, dissimulant une grande partie des premières preuves. Néanmoins, les schémas discernables restant au-dessus de l'eau, tels que l'emplacement des sites, les variétés d'outils et les habitudes alimentaires, indiquent une population qui n'était pas seulement côtière, mais profondément maritime. Les îles Channel fournissent des preuves cruciales, démontrant que le littoral californien offrait plus qu'un simple sanctuaire. Elle a servi de point d'entrée pour les premiers Américains. Sur une partie isolée de l'île Calvert en Colombie-Britannique, l'archéologue Darrell Fedge était agenouillé à côté d'une section d'une ancienne ligne de rivage, décrivant une empreinte de pieds humains incrustée dans du sable compacté. L'analyse au radiocarbone de fragments de bois trouvés dans ces marques les a datés de 13 200 ans. Une piste de 29 empreintes, faites par des adultes et des enfants, s'étendait le long du bord de l'eau. Cela constitue une preuve physique directe du mouvement humain à travers le nord-ouest Pacifique, bien avant que le passage intérieur ne devienne praticable. Ces empreintes, préservées grâce à un heureux événement géologique, ont fermement établi la chronologie. Aucun chemin intérieur n'était accessible à cette époque. Seule la côte aurait pu faciliter le voyage vers le sud de ces premiers navigateurs. Le récit s'étend au-delà des simples empreintes de pas. L'ADN ancien, extrait des restes des premiers Américains, englobant des spécimens du point le plus méridional du Chili jusqu'aux plaines du Nord, indique une population ancestrale singulière originaire de Beringie. Des modèles génétiques, compilés par des chercheurs comme Catherine Naslund et ses collègues, démontrent que ces individus ont migré rapidement le long de la ceinture du Pacifique, se propageant vers le sud il y a jusqu'à 16 000 ans.
Les restes humains d'Arlington Springs, découverts sur l'île de Santa Rosa et datant de près de 13 000 ans, corroborent que des populations maritimes sont arrivées aux îles Channel, alors même que l'intérieur du continent était encore couvert de glace. Bien qu'un génome complet n'ait pas encore été extrait du site d'Arlington lui-même, les preuves archéologiques s'alignent parfaitement avec la compréhension génétique plus large. Une migration côtière, plutôt qu'intérieure, explique la propagation et la chronologie des premiers Américains. Avec les empreintes de Calvert et la datation génétique en harmonie, le modèle précédemment accepté est maintenant discrédité.